Merci Annie de nous rappeler après Jacques Chevalier que la pensée doit se tenir au plus près du réel. Et je vais tenter modestement de poursuivre dans cette veine. Je tiens d'abord à dire une pensée à l'égard de Gérard. Je suis entré dans la pensée de Jacques Chevalier par Pascal, le journal intime de Mène de Biran, que j'avais découvert dans son bureau. Je suis entré véritablement dans l'esprit de finesse de Pascal par Gérard, musicien de la pensée, initiateur pour moi du rythme musical de la pensée, de la justesse de la pensée. 3 écrivains ont relevé la vocation poétique et pas seulement philosophique de Jacques Chevalier. Valéry Larbaud, natif du Bourbonnais, a bien connu le philosophe sérillois. Dans un article intitulé « Dans la forêt », article publié par les Nouvelles littéraires en date du 30 août 1930, Valéry Larbaud dit de lui « C'est un philosophe qui est aussi un poète au plus large sens du mot. » Paul Valéry, présentant Jacques Chevalier lors de l'inauguration du Centre universitaire méditerranéen à Nice, le 3 décembre 1934, déclare « Il n'est pas seulement un philosophe, c'est un poète. » Léon Husson, élève de Jacques Chevalier, parle en ces termes du professeur. Le philosophe en lui se doublait d'un musicien et d'un poète, ou plutôt il ne faisait qu'un avec eux. Enfin, écoutons ce que dit Jacques Chevalier lui-même à ce sujet dans Cadence. « J'ai toujours été tenu, dès ma première enfance, pour un rêveur, un sensible, un poète. Beaucoup plus que pour un intellectuel pur ou pour un homme pratique. L'inspiration poétique irrigue l'œuvre du penseur à la manière de sources souterraines. Il n'est rien d'aride dans son écriture et dans ses méditations philosophiques. Sa chère forêt de Tronçais, mais aussi les Pyrénées, l'Espagne, l'Angleterre et bien d'autres lieux imprègnent sa philosophie et lui confèrent un accent poétique. Que d'évocations savoureuses de livre en livre et presque de page en page. Pour bien entrer dans la dimension poétique de son œuvre et de sa vie, il me paraît essentiel de rappeler l'ancrage de sa pensée dans le réel. Il est d'ailleurs intéressant de noter au seuil de ces quelques observations que selon le dictionnaire historique de la langue française Le Robert, poiema est dérivé de poien, faire. La poésie, tout comme la philosophie, est chez elle en maint lieu, en apparence extérieure, voire étranger à la poésie. En fait, la poésie, c'est la vie. La poésie, comme genre littéraire, retient peu l'attention de Jacques Chevalier. Tout juste évoque-t-il ici et là des auteurs comme Baudelaire, Nerval, Rimbaud ou Verlaine dans l'histoire de la pensée. Il cite également Victor Hugo dans un article de la revue du Touring Club de France, daté de février 1936. J'envisage plutôt la poésie, chez l'auteur de La Forêt, comme une manière, j'ai presque envie de dire, comme une matière de vivre et de sentir. Emmanuel Mounier, son élève et disciple, évoque en quelques mots une dimension qui pourrait bien désigner Jacques Chevalier lui-même. La vie en poésie, écrit l'auteur du personnalisme, est un aspect central de la vie personnelle et devrait compter dans notre pain quotidien. La vie en poésie. Peut-être cette expression désigne-t-elle à sa façon l'élan profond qui sous-tend la philosophie de Jacques Chevalier et l'anime. Chez lui, la poésie est porosité au monde, sensibilité musicale aux manifestations singulières de la beauté. À cet égard, la notion de rythme me paraît être une des clés, sinon la clé, pour entrer dans la poésie de Jacques Chevalier. N'écrit-il pas dans les leçons de philosophie, tome 1, « La poésie n'est qu'un ensemble de rythmes sonores ». Son livre Cadence, son admiration pour César Franck en particulier, témoigne de la place essentielle que tiennent la musique, le rythme et donc d'une certaine façon la poésie dans l'œuvre du philosophe. La poésie se plaît à toutes les échelles du réel, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Chez le philosophe, le souci du singulier nous donne ses plus belles pages.
Il excelle à restituer avec force les menus faits de l'existence et la tonalité musicale des rencontres, de la moindre rencontre. Les poètes ont raison, remarque Hölderlin dans Hyperion. Il n'est rien de si petit que l'on ne puisse en nourrir sa ferveur. Oui, il n'est rien de si petit qui n'ait nourri la ferveur du philosophe de Sérilly, de l'ami des simples, le geste du fendeur, l'observation d'un vol d'insectes, la cabane d'un charbonnier en forêt. Jacques Chevalier expose clairement sa conception de la poésie en quelques mots dans les cahiers du Journal des poètes de novembre 1939, enquête intitulée « La poésie est-elle un mensonge ?» Qu'elle soit d'invention ou de découverte, je crois que la poésie ne ment à l'apparence que pour mieux retrouver et figurer la réalité vraie. Je vous propose d'entrer dans la poésie de Jacques Chevalier par un florilège de ses pensées. Dans la forêt, Tronçon-Bourbonnais. Neige, Noël 1906. À pied dans la forêt, Vertiolet. La neige est tombée abondamment depuis 2 jours. Autour de la ville, quelques circulations. Après, rien d'autre que la trace des oiseaux. Moineaux frileux dans les haies, pies dans les champs, corbeaux à l'aile violette dans les branches. On délaisse la grande route. La neige, pour quelques heures, nous ramène à la vie primitive, qui ne circule pas. Chaque ferme se replie sur elle-même, chaque maison s'isole, le sentier errant qui relie les 3 ou 4 foyers d'un hameau est encore fréquenté. Bientôt, avril se glissera partout dans la forêt rajeunie, ruisselante de lumière. Le ciel est de cristal, la lumière est tendre, tout est parfumé, sonore et pur. Dans la futaie piquée de balais en fleurs, des gouttes d'or ou de cuivre clair rehaussent les tons. Sur le sol, les vers luisants répondent aux étoiles, l'infiniment petit à l'infiniment grand, 2 infinis pareils, 2 univers. Le ciel est splendide. Toute la voie lactée, tout notre univers tient dans une échancrure de la forêt. Elle fait au ciel un cadre qui le rend bien plus beau. Et l'on dirait que l'on respire les étoiles. Recueillement de la forêt. Langage du silence. Une nuit à la forêt nous replace dans le mystère qui est le vrai, car tout est mystère, la vie de la terre, la croissance du chêne et le reste. On se couche. Il, le père Bardot, charbonnier, me prépare un lit de fougères à côté du sien. La terre me porte à plein. À présent, la nuit est tombée. Après le long crépuscule rougeoyant, la lune dort sur l'étang, que cernent les hauts massifs des pins. Elle s'épand largement sur les vagues de forêt qui ondulent à l'horizon. La paix est divine. Traduire la montée diverse des arbres, les anses robustes de ce chêne, la courbe de ce hêtre qui émeut comme une caresse, ces groupements et ces enlacements d'arbres, et toujours là-haut, là-bas, cet éclat de lumière à l'infini, derrière la profondeur des arbres. L'atelier du fendeur. L'homme lui-même s'est fait à l'image, ou plutôt à l'esprit du lieu. Nous nous approchons du plus vieux d'entre eux, le père Magnan, qui a vécu 65 ans en forêt et qui seul couche encore au bois la nuit. Devant nous, sous le couvert de son abri, en face de la futaie qui le contemple, un peu courbé, comme en prière, sur le beau bois maillé, il manie le départoir et le coutre. Il établit le premier contact de l'outil avec l'intérieur du bois. Il l'introduit dans la fibre qui a poussé longuement au fil des siècles. Il la sollicite sans trop la presser. Il la suit, elle se partage à son appel, puis il la refend. Il la taille avec le coutre qu'accompagne le mouvement de sa tête. Et c'est un spectacle aussi émouvant que le spectacle de l'arbre, ce geste de l'homme qui s'est façonné sur l'œuvre divine pour accomplir son travail. Il y a là du silence, de la grandeur et quelque chose qui dépasse notre imagination. Peut-être un souffle divin.
citant Jules Lachelier et le reprenant à son compte. Les branches des arbres constituent son toucher. Voyez comme elles se tendent, se palpent, s'appellent ou se repoussent. Avec Henri et Jean Guiton à Troncet. Je me tue un instant tandis que de subtiles harmoniques prolongeaient notre entretien au-dedans de nos âmes. Nous écoutons, ravis, le silence qui règne sous le dôme des grands arbres. Puis un léger frémissement agite les cimes. Un souffle grandit, se propage. Il est là, il s'éloigne. Et c'est de nouveau le silence. Le silence plein, admirable et complet. Celui qu'on aime à trouver chez un maître des sons tel que Bach, celui que Franck a si bien compris et rendu. Puis, de nouveau, un souffle anime la forêt et donne une voix au silence. Dans la légende de la forêt, la caresse de la brise qui entre par une fenêtre ouverte comme à la proue d'un navire. Dans le cahier manuscrit de la légende de la forêt, lorsque la nuit est tombée sur la forêt, l'enveloppant de terreur et de mystère, et lorsqu'on ne peut plus distinguer le sol ni la place où mettre ses pieds, c'est au haut des arbres, à cette obscure clarté qui tombe des étoiles, qu'on peut suivre le tracé de nos lais et de lignes forestières. Dans le prieuré de Saint-Mailleul à la Bouteille, en forêt de Troncet, Jacques Chevalier écrit « La forêt ondule comme les vagues d'un océan, dont le rythme se serait immobilisé. La solitude est parfaite, et parfait aussi le silence. » Amoureux des Pyrénées. Jacques Chevalier écrit plusieurs articles pour la revue du Touring Club de France. Je vous propose 2 extraits tirés d'un article de février 1936 intitulé « Du pays de Luchon au mont Maudit ». Parvenu avec un petit groupe de marcheurs, dont son fils François, au glacier du Nétou à plus de 3000 mètres, Jacques Chevalier note « On y est saturé d'une beauté si pure, si spirituelle, que la lumière, le vent, le silence et l'espace semblent ne plus appartenir à la matière. » Et cet autre passage, « Il est 11 heures, nous descendons. Au lac Coronet, l'horizon se dépouille et l'espace s'ouvre largement sur un océan de cimes pareil à des vagues immobilisées qui se perdent dans la vapeur des plaines lointaines. » Vous remarquerez au passage que forêt ou montagne, l'océan inspire au poète Jacques Chevalier des sensations musicales. Dans un autre article de février 1934, intitulé « Autour de Gavarnie et du mont perdu », la nuit, ici, est d'une douceur exquise. La vallée sous la lune a l'irréalité d'un rêve. Enfin, dans Cadence, volume 1, page 359, une méditation sur le sommet du Balétou apporte son ultime mouvement à cette suite symphonique. Plus profonde est la nuit et plus claires sont les étoiles. Plus resplendissant sera le jour. Quittons les vallées où règne l'ombre, montons vers les cimes qu'atteindront les premiers rayons, vers le ciel d'où vient la lumière. Le poème de la création se déroule dans la splendeur immaculée de la lumière, dans la transparence de l'air et des choses. Ici, ce ne sont point nos horloges qui comptent les minutes, mais une horloge de durée, une horloge d'éternité. Et ce silence qui plane au-dessus des rumeurs et par-delà le temps. Pour conclure, je vous invite à regarder vers l'avenir. Et si la poésie de Jacques Chevalier, plus profondément encore peut-être que sa philosophie, n'était pas allégoriquement le rond de la cave de sa pensée, qui est un peu la place de l'étoile de la forêt de Troncet, le point d'où partent et vers où convergent les multiples chemins de la recherche dans le massif forestier de son immense culture. Et si la poésie de Jacques Chevalier n'était pas un autre nom possible de la simplicité, de cette attention et de cette adhésion à toutes les nuances du vivant dont le livre sur la forêt
recueille les variations musicales infinies. L'ami du père Pouget, des ouvriers du bois, des forestiers, des simples, avec qui il a tant partagé, a mis au cœur de son œuvre le foyer ardent de la poétique du vivant. Qu'il me soit permis d'emprunter à José Corti parlant de Gaston Bachelard, d'en souvenir désordonné, cet éloge qui, me semble-t-il, peut tout à fait s'appliquer à Jacques Chevalier. Il n'est pas si commun, écrit Corti, de voir un grand esprit sous l'apparence d'un homme simple et comme ordinaire. Oui, il n'est pas si commun de voir un philosophe de génie partager la vie des simples comme l'a fait Jacques Chevalier. Notre époque tourmentée aurait certainement beaucoup à accueillir des expériences singulières et fortes du poète en philosophie qu'est Jacques Chevalier. Ce qu'il dit en poète et en son lieu, de la forêt, de la montagne, de la marche, de la musique, des saisons et des heures, et de la musique des rencontres, n'a rien perdu de son actualité, bien au contraire. La vie en poésie, vivre en poète, n'est pas plus d'une époque que d'une autre. Jacques Chevalier a ouvert, par sa manière d'être au monde et aux êtres, une voie singulière à la poésie. Ne nous invite-t-il pas, chacun où nous sommes et où nous en sommes, à entrer en terre de poésie par toutes les portes du réel ?